Cyril, parce que nous avons parlé, l'objectif de cette table ronde, c'était de parler des jeunes qui vont avoir des difficultés dans leur autonomie. Hein. Bien entendu, on a des dyspraxiques qui ont été accompagnés, puis qui vont aller vers l'âge adulte en ayant mis en place des compensations ou techniques ou personnelles et qui s'en sortent. Mais là, on voulait parler de ceux qui ont le plus de difficultés. On a vu qu'il y avait des possibilités d'accompagnement. Malgré ça, certains dyspraxiques auront des difficultés à être complètement autonomes sans compensation. Et donc c'est là que intervient Cyril qui va nous parler un petit peu de choses qu'on connaît peu, les services d'aide à domicile et aussi autour des services d'aide à domicile, le financement et par exemple l'accès à la prestation de compensation du handicap. À toi Cyril. Merci beaucoup en tout cas de me donner la parole sur ce sujet qui est souvent oublié, en tout cas quand on aborde la question du handicap, et encore plus quand on aborde les handicaps dits invisibles, dont les handicaps cognitifs, où on ne pense pas toujours aux services d'aide et accompagnement à domicile. Avant d'arriver tout de suite dans le vif du sujet, je vais situer d'où je parle, comme d'ailleurs chacun fait, ça vous permet de mieux comprendre d'ailleurs le discours de chacun d'entre nous. Moi je suis directeur scientifique à Andéo et par ailleurs sociologue. Chez Andéo, je m'occupe de tout ce qui est partie recherche participative, recherche-action et recherche émancipatrice. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces méthodologies-là, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on produit une connaissance, qui est toujours collective, qui va associer les personnes directement concernées, une connaissance qui doit pouvoir être applicable, opérationnelle, agir sur le social, et dans la mesure de possible, une connaissance qui va renforcer le pouvoir d'agir et l'autodétermination des personnes. Ça, c'est un des métiers d'Andéo. Le deuxième métier d'Andéo, c'est de produire des labels et des certifications pour promouvoir la qualité de service qui peut être rendue. Aujourd'hui, on propose notamment une certification auprès des services à domicile, mais plus globalement auprès du secteur médico-social. Et c'est un des domaines, en tout cas, où on déploie des démarches qualité. Un troisième métier chez Andéo, c'est de développer les compétences via notamment de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement de l'ingénierie de projet. Ces trois métiers, ils sont portés à travers Andéo Association, qui est un collectif d'associations dont une partie des membres sont des associations qui représentent les personnes en situation de handicap ou les proches aidants. Je vous les liste pas tous, mais ce qui est important, à titre d'exemple, c'est d'avoir en tête qu'on a par exemple Autisme France, l'UNAFAM pour le handicap psychique, l'UNAPI, qui sont au sein du conseil d'administration d'Andéo et en étant dans ce conseil d'administration, ils ont une voix décisionnaire. Cette voix décisionnaire, portée par des associations qui représentent les personnes, elle est d'autant plus importante qu'on est présidé par une association de famille, l'UNAFTC, l'Union nationale des associations de familles de personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées. Ce préambule, il est important, c'est bien pour montrer avec quel ADN, en tout cas, on réalise nos recherches, nos démarches qualité ou le développement de compétences. Spécifiquement sur la question des services à domicile, on réalise maintenant depuis plus de 10 ans des travaux sur le rôle important que peuvent jouer les acteurs de l'aide à domicile. Alors on a utilisé le mot service à domicile d'ailleurs depuis le début de la matinée, mais qui recouvre des réalités différentes. Et c'est souvent ça qui est compliqué à appréhender pour les personnes elles-mêmes ou pour les familles. Les services dont je parle, c'est au sens du Code de l'action sociale et des familles, c'est les services d'aide et d'accompagnement à domicile, qu'on appelle également les services d'auxiliaires, les services d'aide humaine. Et a priori, c'est le type de service dans lequel vous souhaitez travailler, puisque l'AES, qui est donc l'accompagnant éducatif et social, est le diplôme qui vient remplacer celui d'auxiliaire de vie sociale, qui sont les principaux professionnels qu'on va retrouver dans ces fameux services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAAD. Ils se différencient des services à la personne de type service de confort, qui sont des services qui vont délivrer des prestations auprès de tout à chacun, notamment pour de l'aide au ménage, mais qui ne correspondent pas à des services qui vont avoir une activité spécifique auprès de publics dits vulnérables, qui peuvent être des personnes en situation de handicap, des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes malades. Donc c'est important de différencier ces SAD des services à la personne qui proposent des prestations de confort. Pareil, ces SAD, ils se différencient des services médico-sociaux, enfin des autres services médico-sociaux, parce qu'un SAD est bien un service médico-social, mais ils se différencient des CESAD, qu'on a pu citer ce matin, ou des SAVES ou SAMSA, qu'on a pu citer cet après-midi. Ils se différencient sur différentes natures.
alors, à la fois en termes de mission, en termes de public, mais aussi en termes de professionnels qui travaillent dans ces services, puisque les services à domicile, ils sont principalement composés d'aides à domicile, qui n'ont pas toujours des diplômes, ou d'auxiliaires de vie sociale, et maintenant d'AES, dans les professionnels qui vont travailler dans ces services. On peut avoir, à titre exceptionnel, des professionnels qui vont avoir d'autres diplômes, notamment il arrive qu'il y ait des moniteurs éducateurs ou des aides-soignantes qui vont travailler dans des SAD, mais qui vont faire fonction d'auxiliaire de vie. Et ils ne vont pas travailler au titre du diplôme initial qu'ils peuvent avoir. C'est important d'avoir ces éléments-là parce que ça permet tout de suite de comprendre qu'il y a plusieurs types de services d'aide et d'accompagnement à domicile. 90% des services sont des services qui vont intervenir pour des actes essentiels de la vie quotidienne et du soutien à l'autonomie, mais vous en allez avoir quelques-uns. On estime à peu près autour de 10%, qui sont des services spécialisés ou hyper spécialisés sur certains types de handicap ou certaines prestations très spécifiques. L'autre particularité de ces services, c'est que contrairement à une structure médico-sociale, ils ne sont pas sur orientation MDPH. On peut saisir tout de suite un service d'aide et d'accompagnement à domicile sur simple demande et tout de suite aller toquer à la porte pour pouvoir avoir une prestation. Par contre, la prestation, pour éviter de devoir la payer, va devoir demander qu'on sollicite des aides qui permettront d'être solvabilisées et éviter de payer toute ou partie de la prestation. Avant d'arriver sur ces aides qui sont possibles, je termine juste sur les missions et ce que peut réaliser un service à domicile. Dans ce qu'il peut réaliser, donc, comme je disais, c'est principalement du soutien aux actes essentiels de la vie quotidienne, du soutien à l'autonomie, de l'aide dans la participation à la vie sociale. Mais ce qui va le différencier des autres services, c'est qu'un, il intervient sur des publics très divers, comme je disais, handicap, personnes âgées, personnes malades, mais également les enfants en situation de handicap ou qui peuvent être malades, qui peuvent être accompagnés par ce type de service. Pareil, le lieu d'intervention de ce type de service est très divers. C'est principalement le domicile, comme son nom l'indique, mais ça peut être aussi d'autres domaines de vie auxquels les personnes peuvent avoir besoin, comme par exemple les loisirs, les transports en commun, de manière assez exceptionnelle, mais ça peut arriver, ça peut être le milieu scolaire ou l'emploi. Et donc on a ces différents domaines dans lesquels ils peuvent intervenir. Là où il va y avoir une complexité, c'est que souvent, lorsqu'on mobilise ce type de service, on les mobilise via des aides publiques. Et ces aides publiques, elles découpent un périmètre de prestations qui fait que c'est souvent compliqué pour un service à domicile de pouvoir réaliser l'ensemble des prestations qu'il peut réaliser. Ça l'est d'autant plus qu'en réalité, comme vous l'aurez compris, les professionnels qui travaillent là-dedans, ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des infirmiers, ce ne sont pas des ergothérapeutes, ce sont des auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois une aide pour la personne, mais aussi un appui pour les professionnels qui peuvent travailler à côté. Donc, je vais bientôt arriver aux aides publiques, notamment la prestation de compensation du handicap, mais j'arrive à un dernier point qui est important, c'est la complémentarité avec les autres acteurs qui gravitent et qui peuvent accompagner la personne. Ces services à domicile, ils peuvent accompagner de manière seule les personnes en situation de handicap, mais peuvent intervenir aussi en complément d'autres structures médico-sociales de type SAVS ou SAMSA ou d'autres professionnels libéraux, comme les ergothérapeutes par exemple. Quand ils interviennent en complément, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à créer des synergies qui va permettre à ces professionnels qui sont dans le SAMSA ou dans le SAVS ou en libéral de venir poser, on va dire, l'ensemble du projet, un certain nombre d'objectifs qu'il va falloir atteindre avec la personne, mais qui, en termes de temporalité, sont difficilement réalisables par le service lui-même et qui peuvent avoir besoin de professionnels plus de proximité qui pourront intervenir sur le quotidien de la personne. Et là, c'est là que les auxiliaires de vie jouent un rôle très très important pour pouvoir accompagner au quotidien. Mais s'ils ne sont pas appuyés et guidés, j'ai envie de dire, par des professionnels qui connaissent le métier, notamment que ce soit sur les gestes à réaliser, que ce soit sur la réalisation du budget, que ce soit sur un certain nombre de tâches administratives, il peut y avoir un décalage et la compétence des auxiliaires peut manquer pour arriver à réaliser le projet. Dit autrement, ce sont des services qui sont ni des super-héros, ni des domestiques. Il faut arriver à bien les positionner dans la chaîne d'accompagnement pour arriver à avoir un accompagnement optimum. Pour pouvoir y arriver, là j'en arrive à la problématique des aides publiques. Pour pouvoir bénéficier de ces services, comme je disais, on peut les saisir directement. Mais pour éviter d'avoir un coût trop important, on peut faire appel à différentes aides qui peuvent exister.
Dans les aides qui sont souvent les plus simples, il va y avoir notamment l'aide sociale départementale. Je commence par celle-ci, non que ça soit la plus importante, mais c'est celle qui va permettre d'avoir de l'aide aux ménages, par exemple, et en particulier pour les handicaps invisibles, c'est souvent celle-ci qui est la plus accessible. La problématique de l'aide sociale départementale, c'est qu'elle est soumise à revenus, donc on y a difficilement accès, et elle permet seulement d'avoir quelques heures. Elle ne permet pas de pleinement décupler le potentiel d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Pour pouvoir pleinement avoir les bénéfices d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile, vous avez la prestation de compensation du handicap sur le volet aide humaine, qui permet d'avoir un accompagnement sur un certain nombre de domaines, dont les actes essentiels de la vie quotidienne, dont des frais qui peuvent être liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'exercice d'un mandat électoral. Ça peut être également des frais, ça peut être également des besoins qui vont être liés à la parentalité. Ça peut être également des besoins qui peuvent être liés à des temps de surveillance, si la personne peut se mettre en danger. Ça n'a pas vraiment été évoqué, en tout cas dans les situations, mais c'est vrai que la prise de logement, en tout cas, peut être en tout cas un certain nombre de... il peut y avoir un certain nombre de précautions à avoir sur tout ce qui va être gestion, notamment des appareils électriques, du gaz, et de certain nombre de situations et de micro-situations auxquelles on n'a pas forcément pensé et sur lesquelles la personne peut se mettre en danger sans forcément en avoir conscience. Enfin, des derniers domaines sur lesquels aussi la prestation de compensation du handicap peut fonctionner en termes d'aide humaine, ça va être tout ce qui est la participation à la vie sociale. La difficulté, c'est l'éligibilité à ces aides, en particulier quand on a des handicaps dits invisibles, ce qui est quand même globalement, dans les 3 situations qui nous ont été présentées, on est dans ce type de situation où, effectivement, dans la manière de pouvoir reconnaître les besoins d'aide humaine dont vous pourriez avoir besoin, il peut y avoir une difficulté supplémentaire. Globalement, pour faire très vite, aujourd'hui, dans les critères d'éligibilité à la PCH, vous avez 2 volets. Un premier qui est le critère d'éligibilité à la PCH, un second qui est le critère d'éligibilité ensuite à l'aide humaine. Si en plus vous êtes enfant, donc moins de 18 ans, vous allez avoir un 3e critère d'éligibilité qui va être le taux d'incapacité qui est nécessaire, puisque pour pouvoir bénéficier de la PCH quand on est enfant, il faut pouvoir être éligible à l'AEH. Et cette problématique de critère d'éligibilité, elle peut se répercuter à l'âge adulte, non en termes législatifs et réglementaires, puisque ce n'est plus un critère au niveau adulte, mais si on a fait une demande quand on était enfant de PCH aide humaine et qu'on nous l'a refusé pour un taux d'incapacité qui n'était pas assez important, on ne pensera pas forcément à le refaire à l'âge adulte. Et là, je pense à toi, Diane, parce que c'est bien toi qui m'as fait relever ce point-là que je crois tout à fait vrai. On ne pensera pas forcément à le refaire à l'âge adulte, alors que ce critère n'existe plus à l'âge adulte. Sur les critères d'éligibilité à la PCH, le problème qui est posé, c'est qu'il y a 19 items, je ne vais pas tous vous les lister, mais parmi ces 19 items, on en a très très peu qui vont concerner des altérations qui vont être liées à des altérations cognitives de la personne. Dans les 19 items, on en a 5 principaux. Je les liste très rapidement parce que certains ont été présentés ce matin. Tout ce qui va être difficulté à se repérer dans le temps ou dans l'espace font partie des critères qui permettent d'être éligible à la PCH. Dans les autres critères, il va y avoir également tout ce qui va être la gestion de son comportement avec autrui et la capacité à pouvoir le maîtriser. La capacité également à pouvoir gérer sa sécurité, qui est un 4e critère. Et enfin, vous avez un 5e critère qui peut être lié au handicap lié à des altérations cognitives, qui va être le fait de pouvoir être capable d'utiliser les appareils ou les techniques de communication. Les autres, ils renvoient principalement à des problématiques liées à des fonctions motrices ou sensorielles qui peuvent concerner en effet les personnes dyspraxiques, mais qui sont souvent moins mobilisées pour pouvoir être accessibles à la prestation de compensation de handicap. Ensuite, si on veut pouvoir être éligible à l'aide humaine, là, il va falloir avoir des problématiques très spécifiques ou des actes essentiels de la vie quotidienne ou avoir besoin d'un temps de surveillance d'au moins 45 minutes par jour. Mais si vous souhaitez qu'on revienne plus dans les détails, je pourrais y revenir.